Collègues, nous allons ouvrir cette séance du conseil municipal extraordinaire, puisqu'il n'était pas prévu au calendrier. Sur les deux premières délibérations, bien sûr, j'expliquerai pourquoi nous nous réunissons ce soir, puisqu'il faut qu'on ait ces délibérations avant la fin du mois. Vous vous doutez bien que je n'ai pas trop le cœur à me réjouir, il suffit de regarder par la fenêtre pour voir ce qui est en train de se passer à nos portes. C'est nos amis du Porge, puisque le feu est plutôt concentré sur la commune du Porge. Je vais excuser Maxime qui devait être parmi nous, mais qui a été appelé il y a 3 quarts d'heure de ça pour renforcer les équipes, en particulier sur les officiers, sur le feu. On n'a pas de bonnes nouvelles pour l'instant, hein. Il n'est pas en train de se calmer, il est plutôt hors contrôle, donc c'est bien difficile. Je vais adresser aussi mes remerciements aux élus et aux équipes qui se sont mobilisées pour préparer les salles, puisque nous allons accueillir à peu près 200 pompiers sur la commune dans la soirée. Donc ils dormiront dans la salle des fêtes puisqu'elle est climatisée, ils se restaureront, ils se doucheront dans le COSEC. Donc on attend bien sûr leur arrivée. Les colonnes arrivent de Vendée. Aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, les habitants du Porge sur la partie est, autour de la zone d'activité. Alors les premiers, ça a été les gens du voyage qui étaient stationnés sur l'aire de grand passage au Porge. La déchetterie n'est pas en bon état et derrière, ils sont en train d'arroser autour du supermarché et de la zone d'activité. Et tous les habitants qui sont à l'est de la commune du Porge sont en train d'être évacués. Ça fait 2 heures que les évacuations sont en cours. Le feu arrive d'une façon impressionnante. Et le front du feu s'est aussi élargi. Ça part du Porge, mais ça se dirige vers la commune du Temple avec des vents qui se sont aussi renforcés en fin d'après-midi. Donc, vous doutez bien qu'après l'épisode dramatique de Mérignac hier, moi je suis passé à la caserne hier soir, les pompiers étaient marqués puisque les deux sapeurs-pompiers qui ont perdu la vie hier étaient des habitués de la Cano puisqu'ils surfaient ici, participaient au championnat de surf-pompiers. C'était des amis, c'est une grande famille les pompiers. Donc, avant d'attaquer la séance, je vous demandais de vous lever et de faire une minute de silence pour les sapeurs-pompiers. Donc bien sûr, beaucoup de questions se posent sur le feu aujourd'hui. Les collègues de Gironde, mais aussi tous ceux qui arrivent de tous les départements, ont imprimé les images d'hier avec leurs collègues. Donc difficile de tourner autour de ce feu. Les Canadaires sont arrivés, mais ils faisaient des voyages entre les Landes et la Gironde, puisqu'il y a aussi un départ de feu dans les Landes. Donc on a fait évacuer bien sûr les navigateurs sur le lac, les plaisanciers, pour pouvoir justement ravitailler les Canadaires. Ils ont fait le travail, mais pour l'instant, quand je regarde le ciel et je regarde le panache de fumée, il n'y a pas de résultat probant. Donc on va regarder pendant la nuit si les vents vont se calmer. J'espère que ce feu va être maîtrisé parce que demain ils annoncent encore des coups de vent entre 40 et 50 km/h à certaines heures de la journée, avec un taux d'humidité qui est très très faible. Donc ça nous fait revivre ce que l'on a pu vivre déjà en 2022 sur le feu de Somos Sainte-Hélène. J'étais à la caserne aussi cet après-midi. Bon, elle était vidée, il n'y avait plus qu'un capitaine réserviste qui était dans les locaux. J'ai croisé aussi un véhicule de DFCI, les remercier depuis le début de l'été, depuis ces périodes de canicule, du travail qui est fait aussi par nos ASA, par nos services bien sûr forêt qui tout au long de l'année surveillent ce massif, mais en particulier sur ces périodes-là. Bon, on le redoutait, c'est arrivé, malheureusement, l'été n'est pas fini. Les premières gouttes de pluie ne sont pas annoncées avant plusieurs jours. Peut-être un orage dimanche, mais on risque encore de passer à côté. Donc oui, ça nous perturbe, ça nous empêche de dormir. Et quand ça arrive, c'est des moments où voilà, on se pose beaucoup de questions sur l'avenir, sur notre massif, auquel nous sommes toujours très attachés. Mais la période est vraiment difficile à vivre. Donc aujourd'hui, je remercie aussi le comité local qui se mobilise avec nos bénévoles pour organiser les rotations sur les pompiers pendant les 3 premiers jours au moins, puisqu'ils seront là ce soir, mais on ne sait pas combien de jours ils vont rester. Ça se passe bien, mais j'espère qu'ils ne resteront pas très longtemps sur la commune.
Mais on a ce souvenir quand même de 2022 qui nous rappelle combien on est petit. Quand on regarde les avions autour du panache de fumée cet après-midi, je peux vous dire que c'est impressionnant et ça nous interpelle. Donc, remercier tous ceux qui s'engagent. Pensez à tous ceux qui aiment cette forêt profondément. Et nous sommes une commune forestière à 80, plus de 80%, parce qu'il y a le lac aussi qui compte pas mal sur notre foncier communal. Donc, la forêt communale, bien sûr, mais elle représente peu par rapport aussi à la forêt privée de tous ceux qui s'engagent tout au long de l'année. C'est une industrie, vous le savez, mais c'est aussi un massif qui, depuis presque 200 ans, nous a appris à vivre ensemble, à ce que la faune et la flore s'y installent. Et c'est vrai qu'on y est attaché à ses odeurs, à sa façon de marquer le paysage, même si c'est parfois répétitif. Nous, on l'aime ce massif. Donc quand on voit des événements pareils, quand en 4 heures peut disparaître plus de 200 hectares de forêt à la vitesse grand V, voilà. Bon, c'est des moments pas faciles à vivre. Donc je remercie tous ceux, je vais faire des remerciements collectifs, comme ça je suis sûr d'oublier personne, qui, nous, on se met à disposition, hein, bien sûr, du directeur des opérations, le maire du Porge et du SDIS 33. Nous, on est là pour accompagner. On a fait évacuer le lac, on est préparé à recevoir avec tous les éléments qu'il faut la colonne de sapeurs-pompiers qui va arriver et intégrer nos équipements communaux. Et puis on observera si on a besoin de nous, on répondra bien sûr présent. Donc on informe aussi notre population au fil des heures pour pas qu'il y ait d'affolement. On sait comment aussi les réseaux peuvent s'emballer et raconter n'importe quoi. J'y ferai une petite référence. Mais aujourd'hui, j'ai pas le cœur à me réjouir de tout ce qui s'est passé de bien jusqu'à aujourd'hui. Nous avons beaucoup partagé des événements quand même qui ont marqué la vie canolaise. Et je ne ferai pas non plus le décompte de tout ce qui va se passer à partir de demain jusqu'à la fin de l'été parce que bon, je pense qu'on a aujourd'hui la tête ailleurs et on passe à tous ceux qui combattent autour du feu pour essayer de le maîtriser. Et puis comme je suis un peu marqué, je reviendrai par contre sur un événement qui m'a beaucoup interpellé, parce que ça remet en cause notre travail, mais aussi du syndicat que je préside, le SIAVELG. Il y a des messages qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Il y a une loi qui vient d'être promulguée là où on les interdit au moins de 15 ans. Je ne sais pas s'il ne faudrait pas les étendre. Parce que là, ça me désole de faire passer des messages pareils. Alors les décès des chiens, on n'a pas retrouvé qui c'était, mais bon, j'en ai pas la preuve. Donc sur les réseaux sociaux, on évoque quand même le décès de 2 chiens. Bon, ils ont dû être enterrés, puis on ne nous a pas signalé. J'ai pas vu à l'état civil des chiens disparus, mais j'en fais pas de l'humour, mais ça me gonfle à force que ces réseaux puissent perturber la vie de tout le monde. Donc des enfants qui seraient tombés de malades, on a interrogé les médecins, bon, finalement on n'a pas trouvé d'enfants malades. Après une baignade dans le lac, de nombreuses personnes qui appellent en mairie, bien sûr, qui sont inquiètes, donc on a fait que ça pendant 2 jours, répondre toutes les 10 minutes au téléphone, parce que sur les réseaux, on nous indique que des gens sont malades, qu'ils vont se baigner ou que les chiens boivent l'eau du lac. Donc voilà, je comprends naturellement que les propriétaires de ces animaux peuvent s'inquiéter, même si on ne les a pas retrouvés, donc ils puissent s'interroger aussi, mais chercher un lien avec la fréquentation du lac et nous accuser parfois de ne pas faire de contrôle. Bon, il se trouve justement que les prélèvements réalisés par l'ARS, l'Agence régionale de santé, on était justement à la même période. On le fait aujourd'hui 2 fois par semaine dans ces périodes de canicule. Donc je vais le redire aujourd'hui très franchement, même si là on n'est pas sur les réseaux sociaux, on est bien en séance du conseil municipal. Les contrôles, ils ont révélé aucune présence de cyanobactéries dangereuses, parce qu'on va même jusqu'à douter qu'on fait des contrôles sur les cyanobactéries. Donc les eaux de baignade, elles ont été révélées excellentes par les rapports de l'ARS, mais ça ne fait rien. Malgré cela, on a quand même des internautes qui préfèrent croire les rumeurs infondées, et ceux qui, bien sûr, prennent un malin plaisir à les répandre, plutôt que les analyses scientifiques de l'Agence régionale de santé. Et plus grave encore, certains laissent entendre que la commune cacherait volontairement la vérité pour des raisons financières ou économiques. Vous doutez bien que on a toujours échappé à nos responsabilités. Donc je le martèle avec la plus grande fermeté aujourd'hui. La sécurité de nos habitants comme de nos visiteurs et de nos touristes constitue bien sûr, et vous le savez tous, notre priorité absolue. Donc j'en ferai pas des tonnes. Je sentais pousser, j'avais envie de pousser ce coup de gueule aujourd'hui parce que bon, ça va, ça suffit. On ne va pas raconter tout et n'importe quoi. On a des centaines de milliers de personnes qui fréquentent nos plages, donc si vous doutez bien que si un phénomène sanitaire majeur s'était avéré, on aurait immédiatement pris toutes les mesures pour informer
les usagers et les canolés en particulier. Donc c'est tout simplement pas le cas. On va passer au point suivant, mais voilà ce que l'on peut en tirer. Donc je proposerai aux sénateurs, aux députés de proposer d'étendre la mesure sur les réseaux sociaux. Comme ça, on en finira avec toutes ces bêtises. Je ne sais pas ce qu'on va laisser comme héritage à nos enfants, mais ça va être compliqué. Donc, pour la partie météo aussi, nous pouvons tous souhaiter collectivement des épisodes de pluie, mais quand on regarde la météo à 15 jours, et en général, ils se trompent de moins en moins. On a toujours ces anticyclones qui nous protègent et qui ne sont pas prêts de bouger apparemment. Même si on a un petit orage dimanche, il va falloir rester vigilant. Donc j'appelle la responsabilité de tous ceux qui au quotidien arpentent les passes, nos équipes forêts, la ZDFCI, les agents de la commune, les élus. Donc il faut vraiment, comme pour passer une belle fin d'été, on puisse justement rester vigilant. Mais quand on regarde par la fenêtre, ouais, effectivement, ça fait mal au cœur. Voilà. Puis pour se réjouir, je citerai juste un événement, parce qu'il est rare. Donc vous avez sur table là, des petites lunettes. Donc vous avez vu sûrement que le... Pardon, j'avais laissé mon téléphone allumé au cas où, mais là je ne répondrai pas, parce que vous doutez bien que la presse a qu'un seul numéro. S'il vous plaît, voilà. Le 12 août, on aura une éclipse solaire exceptionnelle qui sera observable avec ces lunettes. Donc il y a beaucoup d'événements qui se font, de plusieurs associations aussi. Donc elle sera visible à 97,6%. Heureusement que ce n'est pas ce soir. Donc c'est un phénomène qui est particulièrement rare. Donc on distribuera gratuitement à compter du 3 août des lunettes de protection dans plusieurs lieux publics, la mairie, la Villa Plaisance, les cabanes Cap 33, la fabrique, le pôle de l'Ardilouze, la Seine du Front de Mer et plusieurs autres points de distribution. Voilà. Donc le 12 août, mon éclipse à la Cano débutera à 18h sur la place centrale. Les services municipaux distribueront des exemplaires de lunettes et l'association Les Petits Débrouillards proposera des animations scientifiques et des explications autour de ce phénomène exceptionnel. Voilà. Avec des lunettes, pas sans lunettes, parce que ça peut vous abîmer gravement la vue. Je pense que je n'ai pas demandé un secrétaire ou une secrétaire de séance. Madame Hoffman, merci. J'ai quelques procurations, alors pas celle de Maxime, puisqu'il était prévu qu'il soit là, de Madame Escola à Madame Marza, de Madame Sigalas à Monsieur Renolo, et de Monsieur Pereira, pardon Flavio, à Madame Fontenot. Voilà. Alors, merci d'être là ce soir, parce que ce n'était pas évident de se réunir fin juillet, mais nous avions l'obligation de délibérer avant la fin du mois pour que cette autorisation de défricher sur la délibération numéro 1 puisse être déposée. Vous avez déjà connu ça parce que c'est déjà passé en conseil municipal. Après l'avis du CSRPN, on a eu encore à modifier. Alors, ce dossier va un peu plus vite que celui de la gendarmerie, puisque celui-là, ça fait 8 ans et demi. La gendarmerie, ça fait 11. Mais enfin, on arrive quand même en bout de processus. Donc la délibération numéro 1, c'est d'autorisation accordée à la SCI SMF de déposer une demande d'autorisation de défrichement sur une partie de la parcelle A1915, la parcelle A323 à Pimelingay. Rappelez-vous, pour les anciens, c'est des parcelles que nous avions achetées à l'époque. On avait acheté à peu près, Madame Mackay, 70 hectares, il me semble. C'était bien ça. On avait fait plutôt une opération assez sympa. Donc on repart avec une délibération modifiée, puisque je pense que sur celle-là, nous aurons dans l'article 1 à abroger et à remplacer justement la délibération de 2024. Donc celui-là, elle n'est pas si ancienne que ça, elle a que 2 ans. Donc rappelez-vous, on avait délibéré le 10 avril pour approuver justement cette demande d'autorisation de défrichement sur une parcelle de 3 hectares 5 de 35 600 m². On est à Pimelingay, après l'avis du CSRPN. Alors, quand vous regardez les plans, c'est assez simple à comprendre. On avait réduit justement la partie en premier temps, puisqu'on reconstitue des habitats, mais on n'avait pas besoin de les reconstituer sur la partie forêt. Donc, sur la partie forêt, on n'a pas besoin de déposer d'autorisation de défricher, puisque les arbres sont là et ça peut constituer un habitat. Par contre, sur le reste, c'est ce qu'on est en train de faire. Et le CSRPN avait mis en lumière la nécessité de mobiliser une surface de compensation supplémentaire. Donc s'il est proposé d'étendre ces mesures de restauration écologique à titre compensatoire sur une partie de la parcelle A323. Nous sommes sur des surfaces à peu près correctes, même si vous connaissez le terrain, c'est le terrain pour le projet Retail Park à côté du Super U, entouré de 3 routes départementales au milieu de l'agglomération. Donc bien sûr, il y a toujours des espèces protégées, puisque ce terrain-là, pour ceux qui le connaissaient avant l'achat,
Ben, il y avait des pins que le propriétaire a coupés, il se reconstitue derrière des habitats, des zones humides. Nous, on est propriétaire en face, où on a nos 24 hectares qu'on avait achetés au consort Marion à l'époque pour notre zone d'activité de Garriga. On en est à un stade où aujourd'hui, dans le cadre de la procédure éviter, réduire, compenser, on a évité dans un premier sens, on a des zones humides, on a des espaces protégés, on a réduit le projet de 24, on est passé à 8 hectares. Et sur le projet de la zone d'activité, aujourd'hui, dans le cadre des premières négociations, l'État et ses services, en particulier l'ADREAL, nous demandent pour compenser la dérogation d'espèces protégées 80 hectares. Donc vous voyez que sur ce projet, bon, c'est les terrains de la commune qui sont mis à disposition. Donc la délibération de ce soir, eh ben, elle permet justement d'abroger, de remplacer la délibération qu'on avait déjà prise en 2024, d'approuver la demande d'autorisation de défrichement sur la parcelle de 3, plus une petite partie sur la parcelle de la section A323, autoriser la SCI SMF à déposer une fois de plus une demande d'autorisation de défrichement sur une partie de la parcelle cadastrée, section A, numéro 1915, et l'autre parcelle sur la section A, numéro 323, dans le cadre du projet d'aménagement de loi P numéro 7 du PLU, l'orientation d'aménagement et de programmation. Retail Park. Et autoriser enfin le maire ou son représentant à signer l'ensemble des documents nécessaires à la demande d'autorisation et de réalisation du défrichement. Après les derniers contacts et les dernières réunions, on est arrivé, je l'espère, avant la fin de l'année, à la finalisation complète de ce projet qui verra enfin le jour, puisque je vous rappelle qu'il associe à la fois de l'habitat, de l'activité économique, du commerce, qui ne sont pas présents sur la Cano. Alors je ne vous ferai pas une détail des commerces, puisque c'est la partie privée. J'ai quelques informations, mais il n'y a rien de signé, donc on y reviendra sur d'autres conseils municipaux ou sur des réunions de groupes d'élus. Mais aujourd'hui, on a besoin de redélibérer une fois de plus. J'espère que c'est la dernière, qu'on ne modifiera plus ces zones de compensation et qu'on pourra enfin lancer le projet que nous attendons tous. Y a-t-il des commentaires ou des questions sur ce projet? Monsieur Berck. Merci, monsieur le maire. Juste avant de débuter nos propos avec madame Anis, bien sûr, on apporte aussi notre soutien, notre solidarité à toutes les forces de sécurité, d'incendie, les bénévoles, les élus engagés aujourd'hui. Et notre émotion, bien sûr, et notre compassion pour les familles des deux victimes. Je sais ce que c'est que perdre deux frères d'armes. Voilà, ceci étant dit, si vous le permettez, nous ferons donc une petite intervention assez courte. On la fera à deux voix, pour mettre un peu de mixité. Sur ces deux délibérations en fait, qui sont liées, hein, on a bien compris, la première et la deuxième sur la Convention. Voilà. Alors, nous partageons bien sûr l'objectif d'implanter sur notre territoire communal une offre de commerce et de services répondant aux besoins du quotidien. Pour une commune de près de 6 000 habitants, renforcer l'offre commerciale et accueillir des activités aujourd'hui absentes continue une démarche pertinente que nous soutenons. Ce projet a été lancé en 2017, vous l'avez souligné, soit déjà 9 ans. Depuis, plusieurs délibérations ont été adoptées, notamment en 2023, 2 reprises en 2024 et puis en 2025, notamment pour faire progresser les procédures. Notons qu'une première autorisation de déposer une demande de défrichement a été accordée en conseil au porteur de projet Canodis le 5 juillet 2023, alors que le dossier d'examen évaluation environnementale a été déposé 6 jours plus tard par la SMF. Rappelons par ailleurs vos propos tenus en conseil municipal du 2 juillet 2025. Vous expliquez que ce projet répondait à 3 objectifs d'intérêt public majeur. 1. Renforcer l'offre commerciale. 2. Limiter l'évasion commerciale et le déplacement automobile. Et 3. Développer les services de proximité pour les habitants permanents comme saisonniers. Vous évoquiez également la création de 29 logements. Nous souhaitons toutefois attirer votre attention sur plusieurs points concernant les 2 délibérations donc connexes qui se suivent aujourd'hui. Il est mentionné après avis du CSRPN, sans préciser la date de cet avis ni le joindre au dossier. Nous avons consulté cet avis du 7 octobre 2025, donc rendu par le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, instance composée d'experts indépendants, de chercheurs, d'universitaires, et qui est accompagnée en termes de secrétariat de pilotage par l'ADREAL, donc par l'État. Je ne sais si vous avez tous lu ici ce rapport, mais les conclusions et certaines remarques négatives nombreuses en termes de protection de l'environnement et d'intérêt public majeur sont conséquentes. Notez que sur les 20 derniers avis de ce Conseil, sur le département de Gironde, seulement 10 étaient défavorables. Après plusieurs conclusions, nous interpellent fortement. Tout d'abord, le CSRPN remet en cause le caractère de raison impérative d'intérêt public majeur, RIPM, du projet.
Il estime que les commerces envisagés répondent essentiellement à des besoins occasionnels et cite notamment certaines enseignes de marque que nous ne citerons pas. Il souligne également que le projet ne comporte pas de part minimale de logements sociaux, ce qui, selon la jurisprudence rappelée dans cet avis, affaiblit la justification d'intérêt public majeur. Le Conseil scientifique relève également plusieurs insuffisances importantes. L'absence d'études sérieuses de solutions alternatives d'implantation, des interrogations sur le caractère inondable du terrain jugé insuffisamment étudié, des lacunes méthodologiques concernant les mesures compensatoires, notamment les ratios proposés pour l'avifaune et autres espèces amphibies et vertébrés protégés. Et enfin, l'absence de réflexion globale sur les impacts cumulés des différents aménagements de ce secteur. Je vais vous lire la conclusion de ce rapport. Concernant les mesures compensatoires, le CSRPN regrette que des mesures compensatoires in situ ou à proximité du site aménagé n'aient pas été envisagées et recherchées, notamment sur le secteur autour d'aménagement Garriga 2 et Garriga Est, entre l'AOP 7 et la Berle, dans cet espace naturel, semble-t-il, de grand intérêt. Le dossier présente de nombreuses lacunes, tant sur les aspects méthodologiques, RIPM, solutions alternatives, aires d'études, que sur les inventaires et sur le contexte d'aménagement urbanistique. Il est regretté le manque de vision périphérique et contextuelle des aménagements voisins, une caractéristique insuffisante des enjeux écologiques du site et de ses connexions dans un périmètre élargi. La présentation des projets au coup par coup, sans vision globale des impacts sur les espèces protégées et leur habitat, ne peut que conduire à une perte globale de biodiversité sur le territoire de la commune. L'avis qui a été donné par la CSRPN est donc un avis défavorable. Cette conclusion est donc particulièrement claire. Le dossier présente de nombreuses lacunes méthodologiques et environnementales et devrait être repris. Cet avis date de seulement 9 mois. Nos questions sont donc simples. Primo, comment la commune prend-elle en compte cet avis scientifique particulièrement critique? Un nouveau dossier sera-t-il présenté au CRSPN? Et les nouvelles mesures compensatoires de surface évoquées aujourd'hui ont-elles été l'objet d'un nouvel avis du Conseil? Deuxièmement, depuis le lancement du projet en 2017, les besoins de la population ont évolué, tout comme le modèle normalisé des retail parks en France. Disposez-vous aujourd'hui d'une stratégie commerciale actualisée et certaines filières professionnelles ou certains types de commerce sont-ils désormais privilégiés afin de répondre aux besoins quotidiens? Ce futur site correspondra-t-il réellement au concept classique de retail park ou s'orientera-t-il vers un modèle plus diversifié et davantage adapté aux attentes locales? Tertio, les parcelles retenues à PM Lingay que j'ai parcourues l'ont-elles été en tenant compte des aménagements hydrologiques réalisés à proximité par le syndicat du bassin versant, parcelle A318, ou bien sur d'autres critères environnementaux ou d'autres ont-ils motivé ce choix? Pour conclure, nous souhaitons être très clairs. Nous soutenons bien sûr le principe de développer une offre commerciale adaptée aux besoins des habitants. En revanche, nous considérons que les observations du CSRPN méritent d'être pleinement prises en compte. Elles soulèvent des questions importantes en matière de biodiversité, d'urbanisme, de risques naturels et plus largement de cohérence avec les objectifs de transition écologique. Il est singulier que lorsque des instances officielles d'expertise et de conseil s'expriment pour des enjeux nationaux ou européens, cela est suivi en termes opérationnels, mais par contre, pour des projets d'hyperproximité, cette même communauté d'expertise n'est pas forcément suivie. Donc nous souhaiterions que vous indiquiez comment ces recommandations seront intégrées dans la poursuite de ce projet et si elles conduiront à une évolution de sa conception avant le lancement de la maîtrise d'ouvrage. Ma première remarque, je me demande si vous défendez les intérêts des canolés ou les intérêts des gens qui habitent pas la Cano. Quand vous citez le CSRPN, j'espère qu'un jour vous aurez l'occasion, enfin non, peut-être pas, j'espère, non, je vais vous expliquer comment ça se passe. Le CSRPN, c'est une structure, alors il y en a 4 structures, alors on reste au niveau départemental, on peut aller au niveau régional, on peut aller au niveau national. Nous avons fait sur ce projet-là, avec le directeur de la DREAL, je dis bien le directeur, Vincent Géchou, le directeur de la DDTM de l'époque, 4 heures de réunion à la cité administrative sur ce projet. Nous sommes sortis de cette réunion où tout le monde était parfaitement d'accord sur les objectifs recherchés, en particulier sur les compensations et sur tout le volet écologique et sur le parcours administratif. Il faut bien le comprendre. Hein. À la sortie de cette réunion, les directeurs nous demandent, commune, de faire le compte-rendu de cette réunion. Siège à cette réunion, on était une vingtaine, l'instructrice de l'ADREAL qui s'occupait du dossier.
qui a dit 3 mots dans la réunion, qui a affirmé avec la tête quand son directeur l'a regardé que tout allait bien dans le dossier. Donc on a poursuivi, je ne me suis pas inquiété. Une semaine après, on reçoit une lettre de 12 pages qui nous demande de rajouter au compte-rendu de cette réunion les remarques de cette instructrice de l'Adréal. Donc j'appelle le directeur, je dis il n'est pas question que je mette au compte-rendu de la réunion des choses qui n'ont pas été dites, vous vous êtes engagé, donc je ne joindrai pas au compte-rendu les remarques de Madame X. Donc le temps passe, le dossier poursuit sa route et nous passons en CSRPN tout à fait convaincus que tout va aller dans le meilleur des mondes. Je vais vous expliquer ce que c'est le CSRPN. J'espère que vous avez regardé la liste des gens qui y siègent. Et alors là, vous avez tous les représentants de la LPO, de France Nature Environnement, avec qui parfois on a de très très bonnes relations. Ce jour-là, 2 personnes sur les 27 ou 28 membres de la commission du CSRPN, et cette fameuse, puisque c'est l'Adréal, et vous l'avez souligné dans vos propos, qui pilote le CSRPN, cette dame-là ne s'est même pas présentée, on ne lui voyait que les yeux, on était en visio, on était dans la salle là-bas. Je me dis, ça ne démarre pas très bien. Qu'est-ce qui est repris par la personne, parce qu'il y en a qui est intervenu? Eh bien, devinez ce qu'il nous a dit. La même chose que le courrier qu'on avait reçu de cette inspectrice, 3 jours après nous être mis d'accord avec son directeur, à la cité administrative, sur 2 dossiers ce jour-là, il y avait Garriga et il y avait Retail Park. Donc, vous doutez bien que quand on a eu fini le CSRPL, où on s'est expliqué point par point, oralement, parce que je vous expliquerai la suite après, on reçoit bien sûr l'avis de la CSRPN, donc, que vous avez évoqué dans vos propos. Et là, bien sûr, la colère me prend, donc je mets en route la machine, j'appelle tout le monde et je leur dis, bon voilà, je vous ai plus au tribunal administratif, ça ne sert à rien, ça met 3 ans, je vais attaquer votre instructrice au pénal pour abus de pouvoir et pour délit de forfaiture. Parce que là, ce qu'elle est en train de nous faire, c'est inconcevable. Ce n'est pas possible. Donc, il s'avère que tout le monde s'est bougé jusqu'à haut niveau et qu'on nous a demandé, suite à l'avis du CSRPN, de produire un mémoire en réponse. Donc, nous avons expliqué point par point tout ce qui nous était reproché, tout ce qui avait déjà été fait. Donc, vous vous basez sur des vérités exprimées par le CSRPN. Moi, je me base sur les vérités qu'on a exprimées à travers nos demandes d'autorisation, toutes les études environnementales qui ont été faites, le travail de 8 ans avec les services de l'État. Eh bien, écoutez, à partir de ce moment-là, j'ai eu un petit appel. On attend nos 2 délibérations de ce soir pour que le directeur aille porter à la signature l'autorisation de défricher. Madame X n'est plus dans les services. Elle a disparu. C'est plus notre interlocutrice privilégiée. Elle a plombé, et je n'ai pas peur de le dire en conseil municipal, mais ça sera retranscrit dans le PV, tous les projets médocains. Donc, comme me doute, je vais vérifier, mais les avis du CSRPN, c'est comme les avis des bâtiments de France, ils sont dans mon bureau, il y a de la poussière dessus. Ils sont souvent tous négatifs. Et quand on parle aussi du CNPN à Paris, ce sont des avis simples, vous l'avez remarqué. Donc, on prépouille des mémoires en réponse, on s'explique sur ce qui nous est reproché, une fois de plus, parce que tous ces points qui sont reprochés aujourd'hui, on avait expliqué ça point par point à la cité administrative, et tout le monde était d'accord pour que le projet progresse. Donc, je veux bien qu'on nous reproche ça. Vous avez parlé aussi de logements sociaux. Si vous suivez un peu, il y aura un forum logement après l'été. Nous avons en construction beaucoup de logements sociaux. Ce n'est pas au CSRPN de donner son avis sur la politique de la commune. S'ils veulent donner leur avis sur la politique de la commune en matière de logement, qu'ils viennent faire des listes et qu'ils se présentent aux élections. Que ces gens-là restent à leur place. Ce qui m'embête, ces gens-là qui font ces remarques-là, ce n'est pas l'avis des 2 techniciens ou des anciens chercheurs retraités qu'on a eu en visio, c'est l'avis de la technicienne de l'Adréal, qui est partie d'ailleurs. Ce qui m'embête, c'est qu'on les paie avec nos impôts en plus, pour nous bloquer tous les projets aujourd'hui en France, que ce soit sur les logements, que ce soit sur l'entreprise. Et tout ce que l'on peut réaliser, c'est ce type de personnes. Les ayatollahs, ils ne sont pas dangereux en politique, parce qu'il reste un mandat où ils prennent raclée et on ne les voit plus. Parce que leur politique, ça ne tient pas la route, ce n'est pas du bon sens. Mais par contre, ils ont infiltré tous les services de l'État. Et ils nous flinguent tous les projets un par un. Donc je veux bien que vous vous basiez sur ce rapport-là. Moi, je le conteste, et nous avons fait un beau mémoire en réponse. On va délibérer ce soir, et derrière,
on ira chercher ces autorisations de défricher qui sont attendues par les services de l'État pour les signer. Vous avez pensé aussi, vous avez fait référence, ça me fait rire quand on n'est pas aux affaires, mais bon, jaune parfois. Les sites à proximité, on ne peut pas dire que Pimelingueuil soit très éloigné du site en question. Donc ce n'est pas eux à proposer les sites de compensation. Nous sommes dans les règles. La preuve, c'est que les sites de compensation, ils ont été validés. Ils nous ont même fait quelques remarques qu'on complète par la délibération d'aujourd'hui. On ne va pas aller chercher des complications supplémentaires à aller chercher un site de compensation chez un propriétaire privé qui touche le terrain. Ça va être d'une difficulté sans nom. Et je pense que les indemnisations, elles sont sûrement à la hauteur des difficultés. Donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas des sites à proximité en disant que Pimelingueuil est éloigné de cette zone-là, des communes sur le grand projet. Et quand on regarde les feux de Mérignac, tout ce qui s'est construit autour, chez Dassault, Safran, là par contre, les dossiers ont une facilité pour passer dans des zones marécageuses où on se rappelle dans notre enfance, il y avait des maraîchers. Aujourd'hui, il n'y a même pas de PPRIF, donc ils ont les branches d'arbres qui touchent les bâtiments. Et nous, on vient nous chercher sur un site de compensation à proximité. Mais il est à proximité, il est au moins dans la commune. Et eux, sur ces grands projets, où ils payent, ou alors ils vont chercher des sites de compensation à Pété ou Schnock, et tout va bien. Et nous, on demande à proximité. Je pense que Pimelingueuil n'est pas si éloigné de ça de la zone. Vous avez fait... ils font aussi référence à la biodiversité canolaise. Je pense que quand ils instruisent ou quand ils font ce type de remarques, ils doivent se croire dans la métropole. Nous, c'est 22 000 hectares, 3,7% d'urbanisation. Des espèces protégées, on en a partout. On est plutôt ceux qui, au contraire, avons créé des habitats qui soient lacustres ou qui soient marécageux, où on a fait des tonnes de choses. On a mis 4 000 hectares en eau pour justement rendre à la biodiversité ce qui existait il y a plus de 200 ans, en équilibre entre la forêt et nos zones-là. Et on va nous dire aujourd'hui que on met en danger la biodiversité et les espèces protégées. Moi, j'ai des doutes. Quand je vois sur ce terrain-là, le papillon, il ne traverse pas la départementale. Jamais. Quand vous voyez son rayon d'action, donc les habitats, c'est pareil, que la fauvette, enfin tout ce qui se passe autour. Quand vous voyez que sur le même mètre carré vivent 3 espèces protégées, qu'on applique les coefficients multiplicateurs de compensation à chaque espèce, mais ça devient scandaleux ce qui est en train de se passer dans ce pays. Donc, c'est bien de se baser sur le mémoire. Si vous n'avez que ça comme argument, c'est un peu compliqué. Sur les mesures hydrologiques autour de la zone, je ferai passer le message à mon directeur de syndicat, comme quoi vous les contestez peut-être, parce que je ne vois pas ce que ça vient faire dans vos... Bon, ben voilà, tout va bien. Les mesures hydrologiques, j'ai invité le CSRPN, ils étaient à des centaines de kilomètres, les gars que j'avais autour en visio, il n'y avait que l'instructrice qui a disparu, qui n'est plus là. Je les invite à venir sur site. Vous y êtes allé, M. Berck, moi je le connais par cœur, on l'a travaillé. Donc je peux dire que le site il est plutôt déjà très très bien équipé aujourd'hui et que les mesures hydrologiques, elles sont là. Donc je vous ferai passer le mémoire en réponse et vous verrez bien que tout est bien dans le meilleur des mondes et que le travail depuis 9 ans, puisque vous l'avez souligné aussi, a pris en compte toutes les problématiques. Sur le commerce, je vous ai dit en introduction que je n'avais aucune certitude sur les commerces qui allaient s'installer sur la zone. J'ai très confiance, je sais à peu près les orientations, c'est-à-dire que les commerces qu'on n'a pas. Vous serez peut-être déçu si Aldi ou Lidl ne s'installent pas sur la zone, M. Berck, mais bon, peut-être qu'en 2050, il pourra s'installer en face. Mais pour l'instant, on va faire les choses convenablement. On va déjà s'occuper, nous, sur notre partie publique, de fixer les petits commerces autour des cafés de la Gaîté. On va devenir dans les prochains jours propriétaires de la totalité, puisque nous n'avons pas encore récupéré le bail commercial. Et il y aura un juste équilibre dans cette commune entre le petit commerce local que nous adorons tous à travers notre marché du samedi, mais aussi tous ces petits commerces que l'on va aider à renforcer leur chiffre d'affaires pour qu'ils puissent nous accompagner longtemps. Et sur cette zone-là, on complétera sur une offre où justement on n'aura pas en termes de mobilité à se déplacer à des dizaines de kilomètres. Et les Canolais auront tous les services. On s'est déjà occupé de la mobilité à travers la navette interquartier, mais à travers les voies douces aussi qui traversent la ville. Mais c'est important que je prenne un peu de temps pour vous répondre. Et je souhaiterais que vous réfléchissiez bien pour ne pas prendre l'avis du CSRPN comme un document de référence. La politique locale, c'est les élus locaux. On a perdu beaucoup de pouvoir. J'entends souvent parler, nos grands élus, de la gestion des collectivités locales, de la libre administration des collectivités locales. Je me demande où elle est passée, parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est complètement sous tutelle. Mais on se battra à la Cano pour que nos projets arrivent au bout et qu'on puisse vivre, que le vivre ensemble continue. Voilà.
Je me suis exprimé, j'avais des choses que j'avais sur le cœur à dire, pas complètement à vous. J'aurais peut-être été dans l'opposition, je vous aurais peut-être fait les mêmes remarques, je me serais appuyé là-dessus, c'est de bonne guerre. Seulement, vous vous trompez. Je vous passerai le mémoire en réponse. Et l'avis du CSRPN, ce n'est pas les avis des habitants de la commune. Voilà. Merci. Y a-t-il des votes? Pardon? Juste, on s'est appuyé sur ce document parce qu'il était cité dans la délibération. Oui. Donc c'est Oui, j'ai bien vu, vous l'avez dit. c'est sur les documents qu'on a en notre possession que l'on fait nos dossiers ou qu'on espère comprendre ce qui se passe. Madame, s'il vous plaît. Donc je suis ravie que vous nous envoyiez le mémoire. J'aurais aimé l'avoir juste avant, c'est tout. Non, mais juste, je veux dire, il faut être de bonne foi, voilà, il ne faut pas faire dans la démagogie. Vous prenez le document, vous essayez de démonter la délibération, et puis de me dire que finalement on fait n'importe quoi. Non, je vous prouve par ce que l'on a fait depuis 9 ans, que l'on ne fait pas n'importe quoi sur la zone, donc on va arrêter les palabres inutiles. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie, vous aviez oublié de lever la main, M. Berck vous a mis un petit coup de coude. Donc on notera pas le coup de coude, mais vos 2 mains levées. Merci. Comme vous allez très vite, monsieur le maire, mais c'est bien 2 voix contre. Voilà. Ah, contre? Oui. Vous êtes réveillé bien en retard alors. C'est vous qui êtes allé trop vite. Je vais peut-être trop vite, mais vous savez, je ne vais pas faire 15 mandats, donc il faut que j'accélère. Vous avez vu que ça a bien changé déjà en 2. Merci de noter. Merci. Oui. Nous poursuivons avec la délibération numéro 2. Alors ça c'est la convention ordinaire de mise en œuvre des mesures de compensatoire pour le projet Retail Park. Nous avions fait estimer, Mme Baquet, à l'époque, la perte économique grave pour la commune. On a plutôt pas mal négocié, puisque dans le cadre de cette convention pour 30 ans, alors c'est notre syndicat qui va gérer la zone, puisque c'est des véritables professionnels et qui ont toute la confiance d'ailleurs des services de l'État. Vous avez la convention entre les mains. La première partie, je ne vais pas répéter l'objet de la convention, puisqu'on vient de l'évoquer à travers la première délibération. Et puis les engagements, donc réaliser et suivre les opérations de gestion conservatoire, réaliser les suivis faunistiques, floristiques et environnementaux, rédiger et transmettre à la société au service de l'État les rapports de suivi correspondants, ceci conformément au plan de gestion prescrit par l'arrêté préfectoral. Sur le financement, le loyer qui nous revient, que je ne dise pas de bêtises, on était à 9 280 €, bien sûr, qui sera adapté, le montant de choc loyer, vous le savez. On a la base de l'indice de production de l'industrie française pour le marché français. Donc la rémunération du syndicat s'étalera sur toute la durée de la convention. Les titres de paiement pour la période ciblée par la présente convention seront émis selon le calendrier suivant. Donc le montant annuel sera payé en une seule fois dans les 30 jours après la réception du bilan d'activité de l'année précédente. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 3, adhésion de la commune au dispositif ville et village d'accueil des véhicules d'époque. Je crois que vous les aurez le dernier dimanche du mois. Je leur ai proposé d'être sur la place rouge. Alors maintenant, au collège, ils ne pourront pas aller au collège puisqu'il y a la fête foraine. Donc je les inviterai. J'ai vu Jean-Louis Ozelot la semaine dernière. Donc c'est une adhésion pour bénéficier justement d'un label ville et village d'accueil des véhicules d'époque. Pour ceux qui l'ont visité, on a des véhicules qui arrivent sur le parking du collège et on aura des opérations qui vont se faire à l'océan. On a travaillé, on les a reçus, le président de la Fédération française d'ailleurs, qui est venu à la Cano. Donc aujourd'hui, on va justement délibérer pour approuver cette candidature de la commune à ce label-là. Vous avez un dossier de labellisation ville et village d'accueil des véhicules d'époque entre les mains. Et ce label, quand nous aurons rempli tout ça, joint la délibération. Et avant que les règlements changent, il fallait délibérer aussi avant la fin du mois. Je dis finalement, ce conseil n'est pas inutile. Donc c'est plutôt assez sympa. Et ce label, bien sûr, il est attribué par la Fédération française des véhicules d'époque. Vous connaissez tous et tous les protagonistes canolais qui œuvrent au sein de cette association, qui ont plutôt des véhicules assez sympas. Donc je vous invite à délibérer pour candidater, bien sûr, pour approuver les engagements qui sont prévus dans le cahier des charges de la Fédération et de m'autoriser à signer la convention ainsi que le taux de communion nécessaire à cette démarche. Y a-t-il des questions pour ce label? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Vous êtes sûr? Pas de vote contre? Vous êtes sûr, M. Berck, qu'on vote pas? Ah bon, d'accord. Non, c'était pour vous taquiner un peu sur les... Non, mais je trouve très bien. Ça fera
un panneau de plus à l'entrée de la ville. Et puis en plus, c'est une thématique qui est intéressante. Les véhicules d'époque, moi j'approuve totalement. Voilà, peut-être qu'un jour on aura peut-être le label aussi territoire de culture. Je m'adresse à Monsieur Renelot, c'est très intéressant. Ben là, moi j'ai pas trop les panneaux, donc c'est le dernier celui-là. Oui, mais c'est le label qui compte. C'est le label. C'est le label qui est intéressant comme à Arès. Merci, Monsieur le maire. Oula, Arès, ils en font, oui, c'est vrai qu'ils célèbrent beaucoup de cérémonies. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 4, convention de délégation de la compétence transport scolaire 2026-2028, proposée par la région Nouvelle-Aquitaine. Madame Marza. Bonsoir. J'ai les oreilles bouchées, alors je m'entends parler, c'est assez désagréable. Pas avec les oreilles. Donc là, c'est le renouvellement de la convention sur le transport scolaire entre la ville de Lacanau et la région Nouvelle-Aquitaine. La région Nouvelle-Aquitaine a la compétence transport pour le transport scolaire et la ville de Lacanau est donc l'organisateur de second rang. Alors, ce qu'il faut retenir, il n'y a pas vraiment de changement, si ce n'est évidemment une évolution des tarifs. Il faut retenir aussi qu'il y a deux sortes de tarifs pour les ayants droit et les non ayants droit. Donc pour les ayants droit, la région Nouvelle-Aquitaine va prendre à sa charge 90% des frais de transport, sachant qu'un élève est transporté pour environ un peu plus de 800 €. Et les 10% restants, c'est la part familiale. Et la ville de Lacanau a fait depuis de longues années le choix de s'engager dans la gratuité pour les familles du transport scolaire. Donc, c'est à la charge de la commune. Pour les non-ayants droit, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, les non-ayants droit, il faut savoir que ce sont les élèves qui habitent à moins de 3 km de l'établissement. Donc, on en a quand même pas mal à Lacanau. Et là, évidemment, la totalité du financement est à notre charge, mais c'est un choix que nous avons fait. Voilà, en gros, c'était ce que je pouvais vous dire. Donc, nous allons re-signer cette convention pour 3 ans, jusqu'à la fin de l'année scolaire 2028. Voilà. Je crois que c'était tout ce que j'avais à dire. Merci, Madame Marza. Y a-t-il des commentaires ou des questions sur cette délibération? Des votes contre? Des abstentions? Mais vous remercie une fois de plus d'être venus si nombreux pour ce conseil de 4 points. Il était important de le tenir ce soir. Et je pense que collectivement, on va pouvoir souhaiter que les heures qui arrivent soient bénéfiques et que le Porge et le massif des Landes de Gascogne soient le plus épargnés possible. Donc nous, on va aller accueillir les sapeurs-pompiers dès qu'ils arrivent à la salle des fêtes. Et dans les jours qui viennent, je vous invite à aller les encourager, les saluer et leur dire merci. J'espère qu'ils ne seraient pas plutôt... voilà, si ça pouvait s'arrêter vite, ça nous arrangerait. Mais on fera le boulot, on est à disposition de la commune du Porge. Merci à tous et excellente soirée.